ce nouveau numéro des champions. Aujourd'hui, nous recevons pour le compte de ce numéro un économiste de formation, expert comptable de profession, remarquable membre de l'Ordre des experts comptables de France, contrôleur de stage d'expertise comptable au niveau mondial, brillant intellectuel sorti de l'Université du Bénin actuelle UL qui s'est imposé dans les milieux d'affaires et universitaires sur le plan international, jeune à l'esprit, alerte au niveau des affaires et sur le plan universitaire. Il est dynamique, entreprenant, tenace, volontariste, disponible, d'accès facile, généreux, nationaliste, convaincu, engagé pour la cause de la patrie tant sur le plan éducationnel qu'humanitaire. J'ai nommé M. Roger Mifetou, directeur général des âmes, une des plus prestigieuses universités et école supérieure de la place, la seule à avoir un contrat de représentation de la très célébrissime université de France Paris 1 Panthéon-Sorbonne sur le continent africain, ce qui est un grand honneur pour notre pays d'ailleurs. Monsieur Mifetou, bonjour, soyez les bienvenus. Merci, bonjour. Comment vous portez-vous? Après cet éloge, je ne sais pas comment je vais me mettre. Mais bon, je vais bien, par la grâce de Dieu. D'accord. Pouvez-vous nous présenter votre prestigieuse université? Oui, alors, juste un petit bémol. Oui, effectivement, notre école, c'est une école, ce n'est pas une université. Il y a en fait, je mets beaucoup une différence là-dedans. Alors, c'est une école supérieure d'audit et de management. Juste une pour pouvoir situer pourquoi je ne veux pas que ça soit une université. Tout simplement parce que c'est lié même à l'objectif de cette école, à la vision de cette école. Je veux former les leaders de demain, mais en accompagnant les jeunes à réaliser leurs propres rêves. Donc, accompagner quelqu'un. Si vous voulez l'accompagner, il faut lui montrer le chemin. Il faut lui prendre la main, il faut le cadrer, il faut l'encadrer, il faut le recadrer. Ça, je ne peux pas faire avec à l'université. Et chez nous, vous êtes dans une école, donc vous êtes des élèves. La tenue est obligatoire. Le travail, le port de cravate est obligatoire. Le suivi des cours est obligatoire. Donc, les conférences sont obligatoires, le suivi de ces conférences. Les visites sur le terrain sont obligatoires. La pratique, c'est obligatoire. En fait, donc vous voyez, ce qu'on ne peut pas faire à l'université, je forme autrement. Donc, voilà pourquoi je préfère être plutôt une école, parce que c'est dans une école qu'on peut encadrer de cette façon. L'université, vous avez la liberté, vous venez quand vous voulez, vous faites ce que vous voulez, vous rentrez ou vous ne rentrez pas, c'est votre job, c'est votre problème. C'est ce que vous voulez faire. Chez moi, non. C'est obligatoire. Voilà pourquoi aussi cette école qui a été créée. Parce qu'il y a déjà suffisamment d'écoles qui sont Justement, qu'est-ce qui fait la particularité de votre école? Déjà, vous voyez, la méthode. C'est notre vision. Moi, je suis, comme vous l'avez dit, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, donc je suis dans les entreprises. Et tout le temps. Donc, c'est accompagner les entreprises. À fructifier, à avoir des résultats, à avoir des performances, à embaucher, donc à créer la stratégie, donc le demain, voir plus loin, donc comme un aigle qui voit très très loin, avec une force de caractère pour pouvoir les accompagner. Donc c'est ce que je sais faire, c'est ce que je fais pour moi-même en tant que chef d'entreprise aussi. Et si maintenant j'ai fait ça beaucoup en Europe, si je peux donner un peu d'énergie à mes frères africains et principalement mes frères togolais, et bon, ça serait mieux. Donc, c'est une façon de travailler qui soit différente. Voilà, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle aujourd'hui, au moment où je vous parle, nous sommes la seule école ou université ou école supérieure à Lomé où on ne sort pas de chez nous avec du chômage. Tout le monde est embauché, 100% Justement, on va en arriver dans le courant de cette émission, mais avant, dites-nous, quelles sont les clauses du contrat que vous avez obtenu avec la prestigieuse université Paris 1 Panthéon-Sorbonne? Alors, bon, très rapidement, historiquement, nous avons commencé avec l'expertise comptable, comme ça se doit. Et ça aussi, nous avons eu... on a signé avec le Conservatoire national des arts et métiers de France, qui a plus de 200 ans. C'est une prestigieuse école aussi. Mais en son sein, il y a un institut qui s'appelle l'INTEC, Institut national des techniques économiques et comptables.
et qui forme, c'est le premier centre de formation en francophone en matière de comptabilité, en matière de finance, en matière d'audit, en matière de management, en matière d'économie. Vous voyez? Donc, et nous avons signé un accord avec eux dès le départ. Et cet accord d'ailleurs, c'est pas que l'école voulait, moi j'ai pas envie de créer l'école au départ. Cet accord, je l'ai amené à l'université. C'est resté pendant 3 ans. L'université n'a pas pris. Et j'avais honte vis-à-vis de mes partenaires en France. Donc c'était pour former les comptables et les directeurs, les chefs comptables, en fait, pour aller vers l'expertise comptable. C'est toute la panoplie. Et comme pendant 3 ans, ils n'ont pas fait, je revenais souvent pour demander. Et puis après, j'ai rencontré donc le recteur. En fait, à l'époque, je pense que c'est passé président. Et malheureusement, ils n'ont pas fait. 3 ans après, c'est comme ça que j'ai créé l'école. Parce que je n'avais pas envie de créer l'école au départ. Je pensais à mon université, là où j'avais fait mes preuves. Donc pour moi, tout de suite, c'est l'université qui aurait pu faire cette formation. Comme elles n'ont pas voulu, mais bon, j'ai pris, je l'ai fait. Et c'est derrière ça, quelques années plus tard, on a signé. Donc c'est en ce moment, on voulait se diversifier vers le droit. Mais comme notre passion, c'est l'excellence, on cherche que ça. Moi, je ne sais pas faire autrement que de cultiver cette excellence. Et donc, je dis, mais qu'est-ce qui peut être le summum que tout le monde doit connaître et que ça arrive à Lomé? Et bien, ça fait du bien, non seulement au pays, mais aux élèves. Comment expliquez-vous le fait que ce partenariat ait lieu qu'avec votre seule école dans toute l'Afrique? Ben oui, parce que d'abord, vous voyez, quand vous êtes... il ne faut pas parler. Il y en a beaucoup qui tchatchent, mais bon, qui n'agissent pas. Moi, je suis un homme d'action. Je dis, je laisse le ministère de la parole à tout le monde, mais bon, moi, c'est le ministère de l'action qui compte. Le problème de fond, ces gens-là, moi-même, j'ai fait mes 3e cycles après ma maîtrise à Paris, en Panthéon-Sorbonne, mais en gestion. Mais ce sont des gens, cette université, elle est tellement prestigieuse, c'est l'une des rares françaises à être connue à travers le monde entier, qui signe des accords avec tout le monde, en fait, les États-Unis, avec les universités américaines, canadiennes, européennes, et même japonaises, qu'elle a commencé un peu avec quelques Asiatiques, et puis l'Australie également, mais jamais avec l'Afrique. Donc, pourquoi nous, on était allés? Bon, oui, je peux dire que ces gens-là, ils font beaucoup de vérification, de contrôle, ils vont faire leur enquête autour de vous. Moi, j'ai fait mes preuves en France. Et autrement dit, c'est la réputation qui explique leur Ah oui, de ce contrat. je pense que ça, c'était dedans. Et puis, c'est une grâce divine aussi. Donc, si je dis que c'est pas ma force, c'est un peu fort de café aussi. Mais c'est une grâce divine aussi. Donc, je suis arrivé au bon moment. Et puis, ils ont fait leurs enquêtes. Ils ont connu. Bon, je suis passé aussi par cette université dans le passé. Et puis, en France, oui, on sait qui je suis. Donc, dans mon milieu... on sait qui je suis. Donc, tout ça, là, je pense que ça a concouru à la réussite de ce partenariat. Et quels sont les avantages afférents aux jeunes apprenants que vous avez? Alors, les avantages, comme aussi bien pour l'expertise comptable que pour le droit, mais nous avons une particularité. Tout le monde dit j'ai des accords ou bien des partenariats avec XY. Ici, dans notre cas, c'est une délocalisation totale et complète. Ça veut dire quoi concrètement? Les supports sont les mêmes. C'est le même support qu'on donne aux étudiants donc, de Paris 1 ou du CNAM que nous avons ici. Le même support. Il n'y a pas une virgule qui change. Les devoirs sont les mêmes. Les examens sont les mêmes. Et ça passe par l'ambassade de France par moment. Et quand on a fini les épreuves, donc on convoque les gens, nous qui nous sommes à Lomé, si Paris convoque à 10h, nous devons convoquer à 8h. C'est-à-dire que, bon, généralement, c'est vers le mois de mai, juin, donc on a le décalage horaire. Pour qu'au moment où on ouvre ici, on ouvre de l'autre côté. C'est pire encore avec l'INTEC, parce que là, nous avons 82 centres à travers le monde entier. C'est la même épreuve, au même moment, avec les décalages horaires. Quand vous êtes au Japon ou quand vous êtes en Nouvelle-Calédonie, c'est 11 heures de plus.
À Tahiti, c'est 12 heures en moins. Donc, certains commencent à des heures, mais pas possible. Mais ça fait que, après, la correction se fait également en France. Tout est parti, hein, on renvoie tout en France et toutes les corrections se font là-bas. Donc, ça veut dire quoi? C'est une compétition. Moi, j'aime bien la compétition, le challenge. C'est ce que j'inocule aux gens. Pour dire que là, après on ne dira pas que oui, il a triché, ou bien parce qu'il est le fils d'eux, ou bien il est la fille d'eux, ou bien cette fille a couché avec tel enseignant, voilà pourquoi il a des telles notes. Non, le jury ne se passe pas chez nous, c'est de l'autre côté. Je fais faire les épreuves orales, par exemple au moment où nous parlons, ben oui, on va commencer les épreuves orales. On fait venir les gens de là-bas. Je fais partie du jury de l'épreuve orale, de la soutenance, mais c'est tout. Mais pour le jury général, c'est toujours en France que ça se passe. Voilà, ça c'est pour vous dire qu'il y a de l'équité totale. Nos élèves, ils ont la carte d'étudiant. Savez-vous, vous venez à l'école, vous allez voir leur carte, c'est la carte électronique que Paris 1, ils ont. C'est exactement la même chose que de l'autre côté. Ça veut dire qu'ils peuvent commencer ici, ils peuvent finir de l'autre côté. Parce qu'ils sont à Lomé et ils sont inscrits à Paris 1. Moi, je vis en France depuis 32 ans. Je vis à Paris intramuros. Je connais beaucoup de gens, des enfants qui sont nés à Paris intramuros, ne rentrent pas à Paris 1. Mais vous êtes à Lomé, vous avez d'autres nationalités, vous êtes à l'ESAM, vous rentrez à Paris 1. Nous avons 13 nationalités à l'école aujourd'hui. Donc, parfois, certaines personnes avec leur bac, on nous demande, parce qu'on pensait au départ que tout le monde va être du Togo, et puis après, non. Mais dans la réalité, c'était aussi un choix délibéré dans ma vision. Donc, c'est pas former seulement que les Togolais, former l'Afrique. L'Afrique me tient beaucoup, me tient à cœur. Donc, comment faire? Alors, aujourd'hui, oui, on vient du Tchad, on vient du Gabon, on vient du Cameroun, on vient du Bénin, on vient de la Côte d'Ivoire, du Sénégal, du Mali, du Burkina. Plusieurs destinations oui, à votre école. Tout à fait. Oui, on a ouï dire également que les apprenants qui sortent de votre école ont un emploi garanti dès la fin de la formation. Dites-nous, c'est quoi votre secret vu aujourd'hui la saturation du marché de l'emploi? Bon, alors, vous voyez, ce n'est pas seulement parce que c'est un des diplômes français que les gens trouvent du travail. Nous-mêmes, nous avons créé nos propres diplômes. Certains diplômes ont été au CAMES, d'accord, ont eu l'accréditation CAMES, certains de nos diplômes. Les autres ne l'ont pas encore parce que nous sommes toujours dans le processus. Il faut 3 ans, donc pour avoir la licence, c'est 3 ans, mais pour avoir l'accréditation, il faut 3 promotions. Donc, globalement, il faut qu'il y ait 5 années avant pour pouvoir présenter le premier diplôme donc au niveau du CAMES. Disons 6 promotions globalement pour pouvoir y arriver. Et donc ça fait que les autres diplômes ne le sont pas, mais on a quand même 2 diplômes, par exemple CCA, comptabilité, contrôle et audit. C'est le premier du Togo d'ailleurs, à être accrédité par le CAMES. Et puis le master CCA, c'est le premier du Togo, mais premier de l'Afrique. C'est la première fois où en Afrique on a donné l'accréditation pour un master CCA. Donc c'est nous. Et nous avons tous nos diplômes en sciences de gestion. Logistique, transport, marketing, vente, ressources humaines, management des organisations ou des PMI, PME, entrepreneuriat, projets de développement. Bon, et puis cette année, ce dont nous sommes fiers, vous voyez, on a créé un diplôme, on a créé un diplôme qui démarre cette année, qui s'appelle Banque Gestion de portefeuille. Nous ne l'avons pas créé parce qu'on a envie de créer plein de diplômes. Nous l'avons créé parce que c'est un directeur d'une banque internationale à Lomé qui est venu me voir dans mon bureau pour dire, voilà, on prend beaucoup de vos enfants, en fait, de vos élèves, dans le domaine finance, management et tout, mais on cherche des gens pour la gestion de portefeuille, on n'en trouve pas. Ce n'est pas qu'on n'en trouve pas. On a reçu des candidatures, mais on a à peine pris 3 personnes. Et on est passé par une société de recrutement, c'est pareil. Et donc, on nous envoie encore les mêmes dossiers, et donc on ne prend pas. Pourquoi vous ne pouvez pas nous le faire? Et ça fait déjà plus de 15 mois. Donc, la dernière rentrée en 2014-2015, je ne l'ai pas fait. Parce que je lui avais dit, vous savez, c'est la passion de l'excellence qui nous anime.
Donc, tant que je ne me suis pas encore encadré, je ne vois pas le programme qui va enseigner, ainsi de suite. Le choix n'est pas encore fait. Donc, je ne lui dis pas ni oui ni non. Mais de me laisser le temps. Quand je serai prêt, je lui en parlerai. Effectivement, cette année, on est prêt. Et là, ben oui, déjà le programme qu'on a fait, d'ailleurs, on leur a présenté le programme, et déjà à d'autres aussi, ben, ils ont dit, on ne pensait même pas arriver à ça. Et en quelques secondes, dites-nous, qu'est-ce qui va se passer concrètement dans ce département-là, en quelques secondes? En quelques secondes, c'est tout simplement, vous voyez ça, ça veut dire que nous ne travaillons pas pour nous faire plaisir, on travaille pour que les enfants trouvent du travail. Donc, on les encadre. Et après, ils vont dans les différentes entreprises. Certains n'ont même pas la licence, ils sont partis seulement en stage et ils ne sont plus revenus depuis des années. Parce que les chefs d'entreprise trouvent qu'ils ont été bien formés. C'est ça. Donc, par exemple, pour cette gestion de portefeuille, c'est la demande. Ce sont les banquiers qui demandent. Donc, je ne vais pas former pour... Et j'ai fait un programme. Nous, on ne fait que de la licence et master. On n'est que dans le système LMD. Donc, le programme qu'on fait, c'est en crescendo. C'est-à-dire qu'il y a une initiation, il y a un approfondissement en semestre 3 et 4, et puis il y a un perfectionnement en semestre 5 et 6, avec toujours du stage. Donc, forcément, quand ils vont sortir, ben, ils vont même pas... Le temps qu'ils finissent, ils vont être pris. Parce qu'on forme par rapport à la demande. C'est là où il y a des demandes, c'est là où il faut former. Donc, voilà les raisons pour lesquelles nos élèves trouvent toujours du travail. Et puis, on les forme différemment, en fait. Vous avez vu la manière dont on les suit. Nous sommes la seule école à faire aujourd'hui, chaque rentrée, une conférence de méthodologie. Ça, c'est ce qu'on enseigne dans les grandes écoles européennes et d'ingénieurs ou de grandes écoles de commerce, européennes ou américaines. Parce que c'est des cadres. On sait que ça doit aller vite. Donc, on va les former. Comment lire, comment synthétiser, comment se concentrer, comment écouter, comment restituer. Ce sont des choses que nous devons leur apprendre. On leur fait régulièrement d'autres conférences sur l'année sur le leadership, sur la gestion de temps. C'est très, très important. Donc, en plus de cours qui est déjà dense. Donc, ça fait que, oui, quand ils sortent, mais qui peut ne pas aimer ses enfants? Qui peut ne pas... Un chef d'entreprise ne cherche pas un diplômé. Il cherche ses collaborateurs. Il cherche les gens qui peuvent l'aider à développer son entreprise. Même si c'est des services publics, mais à avoir de la performance. Pour que, bon, on voit bien que on travaille bien, on travaille mieux. Donc, si vous prenez des gens qui n'ont pas le niveau, alors qu'ils ont le diplôme, mais vous êtes en retard. Donc aujourd'hui, on a de la compétition au niveau international. Donc moi, je forme les gens. Si le Togo n'en veut pas, il y aura d'autres pays qui vont les prendre. La preuve, certains, les employeurs sont venus, ils les ont pris ici. Et certains élèves ne sont pas restés. Ils ont trouvé mieux en Côte d'Ivoire ou au Bénin, ils sont partis. Puisque le profil terminal, c'est des têtes bien faites, voilà, et bien, qui sont bien faites et bien pleines. Voilà. Monsieur Mfitou, on va revenir un peu au projet Les Champions. Oui. Dites-nous que vous inspire cette assertion du littéraire en politique haïtien, Dantes Belgrade. Tant vaut l'école, tant vaut la nation, pris comme thème pour cette première édition des Champions. Je pense que vous avez bien choisi. Tant vaut l'école, tant vaut la nation. Pour moi, si une nation veut se développer, moi j'ai regardé, j'ai beaucoup voyagé, mais en fait vous avez donné quelques casquettes que j'ai à travers. Donc ça m'a fait travailler et puis circuler un peu à travers le monde et je continue encore. Mais toutes les nations qui se développent, ce sont des nations qui ont travaillé et qui se sont engagées sur la voie donc, du développement par le biais de l'enseignement. L'enseignement, il faut vraiment, si on ne forme pas, ça va être difficile. Hein? Donc ce que vous avez choisi, mais c'est là, pour moi, je ne peux dire que alléluia. Je ne peux que vous appuyer là-dessus. C'est tant vaut l'école, tant vaut la nation. Aujourd'hui, pas plus tard qu'hier, je discutais avec un directeur donc, de ETI, donc la maison mère de EcoBank. Il est directeur d'un service et là on parle. Et il me dit, ben, effectivement, quand on fait le point, combien de directeurs vous avez au niveau des Togolais? Il dit, mais quand on fait le point, effectivement, on n'en a pas. Et les Togolais, généralement, ils occupent les postes de BTS, en fait,
tout ce qui est BTS, là, on les embauche beaucoup. Mais quand on s'élève pour arriver directeur adjoint, même directeur donc d'un service, mais non, nous tous, nous sommes des étrangers. Et celui qui me parle, il est ivoirien. Donc il y a des anglophones, des francophones, mais pas nous. Regardez déjà à Lomé, il y a des filiales des grands groupes. Dans le passé, à notre temps, ou même il n'y a pas longtemps, c'est encore les Blancs qui prenaient ces postes de directeur général. Aujourd'hui, regardez bien, observez bien, il y a beaucoup de... Ces postes sont occupés par des Noirs, donc des Africains. Mais est-ce qu'il y a des Togolais? Oui. Ce sont les étrangers qui sont là. Encore, c'est nos frères africains, c'est nos sœurs africaines. Mais quand vous êtes chez vous, renforcez-vous. Si l'école produisait des hauts cadres, mais ils peuvent compétir. Parce que quand on cherche ces genres de postes, c'est la compétition internationale. Est-ce que vous êtes prêts à la compétition? Le programme qu'on fait dans les écoles, là, ce n'est pas le programme qu'on cherche à l'international. Je suis désolé, hein, mais bon, je suis très direct. Et oui, et donc je dis les choses telles que je le pense. Je veux que le bien pour mon pays. Hein? Bon, c'est vrai, je suis parti, je reviens, mais mon cordon ombilical a été coupé dans ce pays et enterré dans ce pays. Donc, je suis attaché viscéralement, même si mes parents ne sont plus de ce monde, mais je suis attaché au Togo. C'est pas que les Français me renvoient, hein. Je suis l'un des rares à ne pas être renvoyé facilement. Mais, ok, mais on aime notre pays. Donc, on veut que ça bouge. On peut sauter des pas. Vous voyez, on peut sauter des pas. On n'est pas obligé de passer toujours par le même tronçon. Non, il y a des choses. Quand vous avez vu partout les écueils, mettez ça de côté et puis passez à l'autre chose. Aujourd'hui, nous tous, nous utilisons des téléphones portables. À notre époque, c'est les téléphones fixes, filaires. Et ceux qui en ont à la maison, ils ne sont pas si nombreux que ça. Donc aujourd'hui, on n'a pas attendu qu'on doit faire le filaire partout. Non, on est passé au téléphone portable. Donc, les Européens qui ont travaillé sur le filaire pendant des années, vous voyez, aujourd'hui, on est sur le même niveau au niveau téléphonie. Donc, pourquoi ne pas le faire au niveau de la formation pour développer cette nation, pour occuper les postes? Parce qu'aujourd'hui, j'ai voyagé avec certains par moment. Vous voyez, c'est toujours, moi, je suis très observateur. Je voyage, quand je discute une fois, j'ai discuté avec une personne qui était à mes côtés. Il est ingénieur, en fait, maintenancier. Ils sont venus travailler sur le port, le nouveau quai, là, ici. Ce n'est pas un type fantastique intellectuellement, mais ils ont fixé le matériel ici, ils ont travaillé, mais quand le matériel est en panne, ceux qui sont là ne peuvent pas. Et on l'a fait appeler. Il était de Toulouse. Donc de Toulouse, il a pris un avion pour venir à Paris. Il a dormi à Paris. Et donc de Paris, maintenant, il vient à Lomé. Il va vivre dans les hôtels, ainsi de suite. Mais qui paye? Qui paye? Pourquoi pas nous? Est-ce qu'il est plus intelligent que nous? Et on ne peut pas trouver ici? Et justement, monsieur le directeur, vous le faites, si vous permettez, on va suivre ce témoignage de certains de vos apprenants. D'accord. Je m'appelle Salim Talaïmada. Je suis étudiant à ESAM, en formation de droit, 3e année de licence. Ici, à l'école supérieure d'audit et de management, donc ESAM, nous avons plusieurs types de formations, dont le droit, et puis les formations d'expertise comptable, celles de comptabilité, contrôle, audit, gestion des ressources humaines, parmi tant d'autres. Donc, ce qui fait la différence de l'école supérieure d'audit et de management par rapport à d'autres écoles de la place, c'est la qualité des diplômes qui sont tournés vers l'extérieur. La formation de droit est une formation qui est sanctionnée par un diplôme d'État français de l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Celle de l'expertise comptable sanctionnée par un diplôme français également, celui de l'INTEC, et le diplôme d'État français qui vous permet finalement d'exercer en tant qu'expert comptable, aussi bien en Afrique que dans d'autres pays. La garantie d'avoir accès à l'emploi à la fin, je peux dire qu'elle n'est plus à démontrer, puisque ESAM n'est pas installé au Togo depuis une année ou depuis 2 ans, on est là depuis. Et déjà, beaucoup d'étudiants sont sortis et ils sont dans des cabinets de la place, s'agissant de l'expertise comptable, de la comptabilité, contrôle, audit, etc. Et ceux qui font le droit, certains sont déjà arrivés en cabinet pour ceux qui ont intégré le cursus ESAM en cours et donc ont déjà quitté ESAM. Mais pour le moment, on est encore à la première promotion de la licence et on est sûr qu'à la sortie, ce sera pareil. Parce que le diplôme est un bon diplôme et c'est un diplôme qui ouvre beaucoup de perspectives. Je m'appelle Sopo Elvire, je suis en 2e année d'expertise comptable à ESAM.
Alors voilà, ce qui m'a poussé à venir dans cette école, c'est d'abord la qualité de l'enseignement. Il faut dire que ce que nous faisons à ESAM est différent de ce qu'on fait un peu partout dans les autres écoles. D'abord parce que les supports de cours que nous avons viennent directement de l'INTEC, l'école avec qui nous sommes en partenariat. Nous faisons les mêmes devoirs que ceux de l'autre côté. Nous correspondons en ligne en même temps que les autres. Nous avons la possibilité de consulter les professeurs de l'INTEC. Nous avons nos propres comptes étudiants à INTEC. Les examens se font au niveau mondial, c'est-à-dire que nous composons au même moment que les autres élèves et nos copies sont envoyées en France pour la correction. Nous recevons les résultats en ligne. Dans la qualité de l'enseignement, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre plus tard de trouver un bon travail. Et puisque le diplôme est reconnu internationalement aussi, donc je pense que c'est un grand avantage. Concernant notre directeur, M. Mifetou, c'est un très grand exemple pour nous parce que c'est quelqu'un qui a réussi à s'imposer dans le milieu de l'expertise comptable et son expérience est quelque chose qui vraiment va nous pousser à aller de l'avant, à vouloir réussir, à être excellent. Parce qu'à ESAM, vous savez, c'est la passion et l'excellence. Alors, nous faisons notre mieux pour transcrire ce que notre directeur veut nous transmettre en fait. Je suis Marcel Copoin, ivoirien. Je travaille dans l'une des grandes firmes internationales d'audit et d'expertise comptable au niveau international. Voilà, nous sommes regroupés aujourd'hui à Lomé, l'ensemble des professionnels qui suivent le cursus d'experts comptables en vue de suivre un séminaire, ce qu'on appelle dans le jargon des journées techniques obligatoires, dans le cadre du processus de formation des futurs experts comptables. Et c'est à ce titre-là que nous sommes regroupés au sein de cet institut. L'ESAM, avec M. Roger Mifetou, qui est l'une des icônes de notre profession, parce que depuis plusieurs générations déjà, il forme les experts comptables au sein des pays de l'Afrique francophone, au Sub-Sahara. Cela fait plusieurs années que l'ensemble des professionnels stagiaires au sein de cette région se rend régulièrement à Lomé. C'est quelquefois tournant dans plusieurs pays, mais ces dernières années à Lomé, pour pouvoir bénéficier au-delà du séminaire technique lui-même, beaucoup de conseils du monde professionnel et beaucoup d'enseignements sur nos réalités professionnelles, de sorte que les étudiants stagiaires que nous sommes, nous soyons des experts comptables aguerris pour demain. Monsieur Mifetou, je l'ai dit, est vraiment une icône pour notre profession. C'est un grand pédagogue. Il est doté également d'un grand sens de la rigueur. Ça, c'est des qualités très importantes dans notre profession. Et je le disais tantôt, au-delà même de l'enseignement technique, c'est quelqu'un qui a pour souci d'inculquer vraiment le sens de la rigueur, le sens de l'honnêteté, parce que cela fait partie également des qualités vraiment requises dans cette profession. Et au-delà des enseignements, il met un point vraiment d'honneur à enseigner ces choses de sorte que les étudiants, donc les stagiaires qui sortiront donc du processus, soient des professionnels vraiment prêts, qui impactent le monde des entreprises, le monde des affaires et également le secteur public, parce que bon, l'expert comptable, commissaire aux comptes est également sollicité dans le secteur. Il apporte son appui en matière de gouvernance et inculquer ce type de valeurs-là. Je pense que c'est vraiment très important et c'est en cela que nous devons louer les qualités de M. Mifetou qui vraiment met un accent particulier sur donc, le sens de la responsabilité, le sens de la rigueur, le bien faire les choses. Et c'est vraiment très important, surtout pour cette génération de jeunes Africains appelés vraiment à faire changer les choses. Hyacinthe, je suis expert comptable stagiaire, je réside au Bénin et je travaille dans un cabinet d'expertise comptable. Je suis chef de mission. Je suis venu à Lomé pour suivre la formation des experts comptables stagiaires. Je suis Moukoko Maxime, je suis de nationalité camerounaise. Je suis Rokhaya Ndiaye, de nationalité sénégalaise. Je suis finance manager pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Quand je suis venue à Lomé, je suis à ma deuxième année de formation. Quand je suis venue à Lomé, ma première année, j'ai été très impressionnée par M. Mifetou pour la première fois parce que je faisais un stage, je voulais accéder à un métier. Mais il nous a fait comprendre qu'un métier, d'abord, il faut l'aimer. Et pour la manière de montrer qu'on aime ce métier, c'est en quelque sorte d'apprendre vraiment ce métier, de savoir quelles sont les lois qui sous-tendent la pratique de l'expertise comptable, quels sont les objectifs qui amènent, en fait, pour le commissariat qu'on a certifié ou à ne pas certifier, pour l'expert comptable, où sont ses limites. En fait, il m'a insufflé un courage et une motivation que j'avais, disons, à 20%, mais avec lui à 200%.
Il m'a fait aimer ce métier, il m'a donné envie de me dépasser et d'être un expert comptable compétent. Pas un expert comptable qui va juste signer, mais un expert comptable qui va apporter une valeur ajoutée. Je m'appelle Youssouf Omar Youssouf, je suis expert comptable stagiaire à Djibouti, au cabinet JC Colas, groupe du CHD à Vexi. Nous sommes une filiale d'un groupe de cabinets à Paris. Tembeli Modibo du Mali, je suis expert comptable stagiaire. Je suis là à Lomé dans le cadre de nos journées techniques de formation. Ce que j'apprécie chez Monsieur Mifetou, c'est surtout son franc-parler et ses conseils de grands frères et de tontons qu'il nous donne pour qu'on puisse avoir le plus rapidement possible notre diplôme. C'est vraiment sa qualité de formateur que j'apprécie beaucoup. Je suis chef de mission au cabinet Grand Thornton en Côte d'Ivoire. Donc je suis en deuxième année de stage d'expertise. Maintenant, ce qui concerne le formateur, en tout cas, on apprécie vraiment ces séances de formation parce que M. Mifetou a une très grande connaissance dans tous ces domaines. Donc il nous apporte beaucoup, il nous motive et puis on apprend vraiment beaucoup avec lui. Monsieur Seto Komlan Alex, et je suis expert comptable stagiaire. Actuellement, nous sommes en séminaire de formation de regroupement pour tous les stagiaires de l'Afrique subsaharienne. Nous sommes en formation avec Monsieur Mifetou, qui est un expert comptable diplômé et commissaire aux comptes. Donc, depuis déjà 2 ans, il nous assure la formation et nous sommes très contents. Je suis Nana Silla Koulibaly. Je suis senior auditeur chez Deloitte Côte d'Ivoire. J'étais au Gabon il y a quelques mois. Je viens d'arriver à Abidjan au mois de septembre pour continuer ma carrière. Le métier d'expert comptable est un métier très passionnant parce que au-delà de tout ce qui est technique qu'on apprend, tout ce qui est déontologique, ça nous apprend à nous dépasser nous-mêmes. Ça nous procure beaucoup de qualités personnelles comme de la rigueur, la précision, la concision, comme M. Mifetou aime bien le dire. Et ça nous permet d'avoir un objectif bien déterminé pour parcourir notre vie. Monsieur le directeur, nous revenons. Dites-moi, eu égard de vos expériences et de vos différentes casquettes, dites-moi aujourd'hui quel regard est-ce que vous portez sur le système éducatif togolais comparé à l'époque où vous étiez encore sur le banc? Comparé à l'époque où nous étions sur le banc, jusqu'à la maîtrise, moi je me rappelle, en fait encore, même à la maîtrise jusqu'à l'université, on avait des gens qui pensaient une chose, c'est travailler, parce que tous, moi j'ai vu des collègues, j'ai eu la chance d'être né à Lomé, avant l'indépendance, donc j'ai fait mes études à Lomé, donc moi je suis vraiment de base. Mais les autres camarades de classe, mais ils venaient de l'Est, en fait ils venaient des autres villes ou villages donc du Togo. Et l'université, il y en avait une seule à l'époque. Donc on se retrouvait un mélange, et en plus il y avait les Nigériens, les voltaïques à l'époque, donc Burkina Faso, et puis même le Tchad, le Gabon, il y a beaucoup de Congolais, il y a beaucoup de Guinéens. Donc, bon, c'est vraiment un mélange. Ivoiriens, tout ça, c'était un mélange. Mais surtout pour les Togolais, ah oui, on voyait bien quand même que tout le monde a compris que c'est le travail qui doit nous ennoblir. Et donc, c'était dur. Mais il y avait une concurrence féroce. Tout le monde veut s'en sortir. Aujourd'hui, j'ai été un peu surpris parce que je suis resté toujours dans cette idée, mais j'ai été très surpris de voir que cette volonté farouche n'y est plus. Les gens, peut-être, ils ont des solutions de facilité, ils savent que, ils doivent faire telle chose, ils sont des fils à papa, des filles à papa, ils trouveront toujours du travail. Moi, vraiment, si on revient juste en arrière, c'est là aussi une de nos spécificités. Je ne veux pas, les gens qui passent chez moi, je ne veux pas qu'ils me disent après, je ne trouve pas parce que je n'ai pas une tante ou bien un oncle ou un ministre qui peut m'appuyer mon dossier. Non, chez nous, c'est pas ça. Même s'il y a papa qui est ministre ou bien qui a de l'argent, ou maman, je veux que vous ayez un prénom.
et la règle est pour tout le monde pareil. Donc c'est ça ce qu'il faut pour qu'ils se sentent aguerris, capables de faire. Mais moi, je n'ai pas un parent ministre. Mais pourtant, vous voyez, moi aussi, je suis arrivé là où je suis. Même avec tout ce que j'ai fait, le Togo ne m'a pas donné de bourse. Ni au lycée, ni... Bon, mais ça ne m'a pas empêché de revenir pour faire des choses pour le Togo. Et ce sont mes parents qui m'ont envoyé après ma maîtrise. Justement, à votre avis, monsieur le directeur, quels sont les grands mots qui minent ce système éducatif togolais aujourd'hui? Oh, le Togo, il y a beaucoup de choses, hein, mais bon, je pense qu'il y a eu des expertises qui ont été faites, tout le monde sait comment ça doit se faire, mais je ne sais pas pourquoi ça n'avance pas. Ça... En tout cas, pour moi, il y a trop de lenteur dans tout le système. Vraiment, c'est ce qu'on peut faire en 24 heures, il faut le faire en une semaine. Moi, je ne comprends pas, j'avoue, même 24 heures soit comptées, quoi. Donc, je ne pense pas qu'il faille traîner autant. Il faut passer à l'acte, tac, tac, et puis commencer aussi à éliminer les gens qui ne peuvent pas, qui pèsent sur le système, qui ne peuvent pas. Il faut mettre les bonnes personnes à la bonne place et puis aller à l'essentiel. Parce que il y a trop de politique. Soyez plus concret, soyez plus explicite. Oui, c'est pas que je veux pas trop d'histoire sur ces genres de choses, mais vous voyez, le Togo, pendant longtemps, on prend des gens, on me met des gens là, à des places de responsabilité qui ne sont pas compétents. Ça, ce n'est pas, je ne dis pas quelque chose de très, une chose nouvelle. Tout le monde le sait, ça. Il y a très peu de ceux qui sont compétents, on ne leur donne pas la place. Mais oui, la preuve, moi-même, j'ai fait mes études, pourquoi on ne me donne pas de bourse? Pourquoi des gens qui sont, excusez-moi, peut-être des gens qui sont à la 20e, 50e, 60e place, on leur donne parce que je ne suis pas bien né? C'est tout. Mais c'est tout. C'est une vérité, ça. Mais bon, j'en fais rien à personne. La preuve. Je suis revenu, je fais des choses. Quand je suis venu pour remettre cette école-là en place, ou même créer mon cabinet à Lomé et tout ça, ben, tout le monde m'a dit, oh là là, Roger, retourne, il n'y a rien à faire ici. Ils vont te bousiller, ils vont faire ceci. Effectivement, jusqu'à présent, les bâtons dans les roues, ben, j'en ai vécu en long, en large. J'ai fait des choses dans d'autres pays, mais je n'ai pas eu ça. Mais c'est au Togo que j'ai eu. Mais on a l'impression qu'on ne s'aime pas. Si quelqu'un fait quelque chose, ouais, qu'est-ce qu'il veut nous montrer, machin, et il faut le tuer d'abord. Mais c'est quoi ce bazar? C'est quoi cette mentalité de souris? Vous allez au Sénégal. Les Sénégalais, ils sont tout le temps entre eux. Ils se défendent, même s'il y a un cancre quelque part, et dès qu'ils se bagarrent avec quelqu'un, ils viennent à côté du Sénégalais pour battre l'autre. Ici, ben, on te flingue d'abord, mais on préfère plutôt l'autre. Ben bon, c'est bien, hein, mais on a une culture, il va falloir changer de mentalité. Il faut aller à l'essentiel. Et ce genre de choses, aujourd'hui, les bonnes personnes à la bonne place. Je pense que j'ai vu quand même que certaines choses changent. Donc, je ne peux qu'encourager les gouvernants pour pouvoir aller encore plus vite. Et pour pouvoir développer le pays là. Sinon, moi, je fais partie de la diaspora. Demandez au ministre, demandez au gouvernement si je leur ai demandé quelque chose. Je fais tout seul. Je ne demande rien à personne. Mais j'aime mon pays, c'est tout. C'est pour ça que je le fais. Si on n'est pas d'accord, je prends mes clics et mes claques. Aujourd'hui, j'ai 7 pays qui me demandent de créer ESAM chez eux. 7 pays. Les lettres sont sur ma table. Ça fait déjà 3 ans qu'on me fait cette demande. Donc, si on ne veut pas, j'irai ailleurs. Vous voyez, aujourd'hui, le monde est ouvert. On ne peut plus. Moi, quand je voyage partout, quand la France m'envoie dans des pays, on ne voit plus ma couleur de peau. On voit ce qui sort de mon cœur, ce qui sort de ma tête. C'est ça qui intéresse les gens. Je suis Bento Kossi. Je suis le directeur du complexe scolaire Sainte-Catherine de Pogan. Je voudrais saisir cette opportunité qui m'est offerte pour dire toute ma gratitude à un homme polyvalent, pluridisciplinaire, sur qui je suis tombé il y a quelques années et pour qui j'ai une grande admiration, une grande sympathie, de par les actes qu'il pose et qu'il continue par poser au fil des jours et au fil des années. Je voudrais nommer Roger Mifetou, et ce monsieur qui a été pour nous d'un grand appui dans le cadre du développement de notre bibliothèque ici à Sainte-Catherine à Pogan. Dès sa première visite ici, il a été impressionné par le fait que nous ayons pensé à la mise en place d'une bibliothèque
pour nos élèves. Et il n'a pas hésité un seul instant à nous fournir toute une gamme variée de documents qui pourront permettre à ce que nos élèves puissent se ressourcer toutes les fois qu'ils en auront besoin. Je voudrais saluer ce geste parce que ce n'est pas à tous les visiteurs de notre établissement de pouvoir penser à le faire. Et chaque année, il pense à nous et je pense que c'est une très bonne chose et il faut lui dire un sincère merci par rapport à ça. Et ces livres apportent beaucoup dans le développement de nos apprenants. Parce que vous savez que les bonnes choses se cachent toujours dans les livres. Et aujourd'hui, face à ce défi de faire de nos élèves des hommes épanouis, il est toujours bon de les pousser vers la lecture permanente et quotidienne. Donc, ces livres ont permis à ce que le taux de fréquentation de la bibliothèque, allais-je dire, est beaucoup plus élevé que par le passé. Donc, l'appel est encore lancé à mon grand frère Roger Mifetou pour alimenter et enrichir davantage cette bibliothèque et pourquoi pas d'autres personnes aussi pour permettre à ce que nos apprenants soient des apprenants qui puissent aimer et avoir le goût de la lecture. Avec cette documentation qui est assez fournie et assez riche, nos performances scolaires également ont connu un certain regain. Et je puis vous dire que ce soit en enseignement général ou en enseignement technique, nos résultats ont connu des évolutions assez satisfaisantes. Pour l'enseignement technique, le dernier classement qui a été fait par cet enseignement nous permet de nous hisser à la troisième place sur les 149 établissements du Togo. Nous croisons les doigts pour que vous partagiez justement ce que vous avez dans votre tête avec nous. Pouvez-vous nous parler de votre parcours scolaire et universitaire en quelques lignes? En quelques lignes, j'ai fait classique, hein, j'ai fait l'école, comme je vous ai dit, j'ai fait mon école, tout à Lomé, hein, en plus dans les écoles publiques. J'ai jamais fait l'école privée, moi. Ça ne m'a pas empêché au bac d'être le premier du Togo, au CEPD d'être le premier du Togo. Ça a toujours été comme ça. Donc, et à l'université, c'était pareil. Donc, j'étais avec l'ancien Premier ministre Mungbo, c'est ma promotion. Donc, on luttait pour voir qui serait le premier, le deuxième, machin, tout ça. Hein, donc, mais c'était de bonne aloi. Hein. On se connaît, on se voit. Quand on se voit, on s'embrasse tout le temps. Donc, bon, on n'a pas beaucoup de temps, chacun est occupé. Donc, mais tout ce que nous tous, nous pouvons apporter à notre pays, mais il faut le faire. Mais vraiment, le Togo, ça m'agace un peu. Vraiment, je vous assure. Et quels ont été les faits saillants qui ont marqué ce parcours scolaire et universitaire? Que ce soit en bien ou en mal? En bien, oui. En tout cas, on a vécu de bons moments. Ça, je vous assure, je crois que mes meilleurs moments de vie, c'est quand même à l'école. Hein? À l'école, le lycée, l'université. Bon, c'était bien. C'était bien parce que nous, on se frottait, quoi, en fait. Et ce qui nous animait, en fait, bon, moi, c'est toujours ce qui m'a toujours animé, c'est un challenge. Un challenge. Vous voyez, il y a un truc qui m'a marqué. Parce que moi, mes parents, surtout ma mère, m'a toujours éduqué sur les challenges. Je lui demande, j'ai envie d'avoir une montre. Ben, je me rappelle très bien. Je crois que je suis rentré en 6e. Je dis, ben, est-ce que tu ne peux pas m'acheter une montre? Aussitôt dit, aussitôt fait, elle a acheté la montre. Elle la met dans son armoire. Et puis, je rentre chez elle. Elle ouvre toujours son armoire. Bon, j'étais avec elle tout le temps. On a eu une relation très, très complice, elle et moi. Et ben, elle me montre la montre, mais je ne prends pas. Parce que le prochain trimestre, il faut que je ramène la meilleure note. C'était une motivation. Ah oui, c'est une motivation. Ça a été toujours comme ça. Et par contre, le jour où l'examen est terminé, où tu ramènes les relevés,
et tu es premier, ce qu'elle a voulu, c'est peut-être, elle peut te dire les 3 premiers. Mais bon, moi, dès que tu me demandes ça, je veux plutôt être premier. Bon, ça c'est clair. Donc je lui ramène ça. Aussitôt, mais ça c'est clair chez elle, aussitôt, elle te donne ce que tu as demandé. Donc ça fait que c'est un challenge sans cesse. Donc ma vie est parsemée de challenges. Et donc, c'est tout ce que je fais, c'est que de challenge. Oui, justement, en parlant de votre parcours scolaire et universitaire, il semble que vous êtes bien surdoué, c'est vrai? Surdoué, ça ne veut rien dire. Non, je suis très méthodique. Ensuite, j'ai compris très très tôt qu'il faut beaucoup travailler. Et le challenge, en fait, que moi-même je me prends, c'est toujours d'être le meilleur. C'est pas pour piétiner les autres, mais c'est d'être le meilleur, c'est tout. Ça me plaît d'être meilleur pour que je puisse aussi rendre. Il n'y a pas longtemps, il y a 3 ans ou 4 ans, j'ai rencontré une dame lors de la remise des prix, lors de la remise des diplômes d'expertise comptable en France. Donc les nouveaux diplômés, on leur remet. Et puis je vois une dame qui me salue. Bon. Alors, il dit à son mari, viens, je vais te présenter quelqu'un. C'est celui-là dont je te parle. C'est celui-là, je te parle tout le temps. Ah bon? Oui, mais qu'est-ce qu'il disait? Elle disait à son mari, en plus jusque-là je ne la connais pas encore, je ne me rappelle pas d'elle. En fait, on a fait des études ensemble, on était au lycée ensemble. Il paraît que à l'époque, c'est grâce à moi si elle a continué ses études, parce qu'elle ne comprenait rien. Tous les midis, je réunissais les gens, et en fait les autres de la classe, et pour pouvoir leur faire les formations, et même les samedis, je les prenais pour faire ça. Bon, vous voyez, moi, j'ai totalement oublié. Elle me dit, c'est grâce à ça qu'elle a pu continuer ses études. Et elle me présentait à son mari. Or, le mari me connaît puisque, bon, je l'ai formé aussi par ailleurs. Mais il ne savait pas du tout. Lui ne savait pas, ne faisait pas la relation entre les deux. Mais bon, voilà, ce sont des choses. Mais si je suis meilleur, je domine la matière, je peux expliquer aux autres. Et tirer là aussi vers moi, c'est tout. Je suis Pascal Ayaï Crépi. Je suis le responsable du développement et de la communication à ESAM. Je suis arrivé à ESAM grâce à des dirigeants français à qui j'ai demandé conseil dans le cadre de mon retour au pays, puisque je vivais en France. Et je leur ai demandé quelle est l'école que vous pouvez me conseiller en arrivant au Togo où je pouvais travailler. Et un certain nombre de dirigeants m'ont conseillé de venir voir M. Mifetou à ESAM, Togo. Et c'est comme ça que j'ai rencontré M. Mifetou et que je travaille avec lui aujourd'hui pour mieux faire connaître son école au Togo, d'abord, en Afrique et à Paris. Alors, pour moi, M. Mifetou est caractérisé par 3 éléments. Le premier élément que j'ai observé et que je vis avec lui au quotidien, c'est Dieu. Il est croyant, il croit en Dieu. Le deuxième élément, c'est le travail. Le travail. Avec lui, nous travaillons sans compter. Et c'est avec plaisir et passion de travailler à des heures très tardives pour les cadres de direction. Et je ne ressens pas la fatigue, tellement c'est intéressant. Et le troisième élément pour moi qui caractérise et qui définit M. Mifetou, c'est la passion. La passion de la rigueur, la passion de l'excellence, la passion du travail bien fait, la passion de la remise en cause permanente, la passion de tout, la passion de ses élèves. Oui, justement, comment est-ce que vous êtes apprécié dans votre entourage, surtout avec les Occidentaux, que vous écrasez naturellement avec votre intelligence aussi abracadabrante? Oui, bon. C'est vrai, ils me font toujours marrer parce que quand on vient, en fait, on travaille ensemble ou bien je les forme, je fais beaucoup de formations et encore aujourd'hui, la formation continue. Et chaque fois, quand ils voient qu'il y a des choses très compliquées et que je leur explique, ils disent toujours, mais Roger, comment tu arrives à faire? Bon, ça, vous voyez, c'est entre nous. Et ils disent toujours, comment tu arrives à faire? Ce qui est compliqué, tu as mis combien d'heures pour apprendre tout ça, pour nous expliquer, tu nous rends intelligents, donc c'est tellement facile. On a l'impression que, alors que nous, on a passé des jours, on n'a rien compris. Bon, bref. Alors, donc du coup, en conclusion, ils disent, mais qui est ton marabout? Mais Roger, dis-nous qui est ton marabout. Mais si j'étais un sauvage, je pourrais leur faire raconter n'importe quoi et ils pouvaient me donner de l'argent si je voulais les escroquer en long en large parce qu'ils y croient. Quand ils voient le fait que c'est un qui les forme et qui leur dit
les choses très simplement et qui leur... Bon, comme ils disent, je les rends intelligents. Donc, ils sont prêts à payer tout ce que je leur dis. Mais bon, je n'ai pas de marabout. Bon, marabout. C'est pas une histoire, c'est des marabouts. Naturellement béni et intelligent, c'est tout. Oui, c'est tout. C'est une grâce. Et puis, après, il faut travailler. Il faut travailler. Moi, je travaille beaucoup. J'ai beaucoup travaillé. Hein? Justement, parlez-nous de votre parcours professionnel. Mon parcours professionnel. Vous voyez, tout est challenge chez moi. Moi, j'étais arrivé donc, en France, j'ai fait mes 3e cycles. Je voulais faire l'expertise comptable. Mais c'est un métier très compliqué. Compliqué en France parce qu'à l'époque, en plus, il faut faire tout en France, les stages aussi en France. Et puis, quand on est noir, les Français nous voient plutôt balayer la rue parce qu'on voit souvent les Noirs balayer la rue. Donc, quelqu'un qui veut venir maintenant porter la cravate et puis contrôler les comptes d'une entreprise ou bien d'une... Mais le chef d'entreprise, c'est son ventre. C'est ce qui se trouve dans son ventre. Donc, toi, tu viens maintenant pour regarder dans son ventre. Et en plus, un noir, non, c'est pas possible. C'est inimaginable. Mais, et j'ai vu ça, là, j'ai rencontré le racisme. Mais ça me fait marrer parce qu'à Lomé, on ne connaissait pas ça, même jusqu'à la maîtrise. On entend parler. Comment avez-vous vécu, ah non, moi, chaque fois que tous ces genres de choses, je ne me mets jamais en victime résignée. Jamais. Pour moi, c'est une façon de transformer ça en élément positif. Ça a été mon challenge. J'ai pris un challenge sur moi en disant, je vais montrer à ce peuple et à ce monde des experts comptables que les Africains sont capables. Et que on peut faire mieux qu'eux. Ben oui, je pense que je suis arrivé aujourd'hui. Et c'est vrai que depuis, tous les présidents, que ce soit au niveau national, l'ordre ou la compagnie, ils sont tous des amis. C'est des gens que je côtoie et ils m'ont toujours soutenu parce que, bon, ils ont vu qui je suis et la performance que j'apporte. Moi, j'ai bossé comme un nègre pour arriver. Donc, personne ne me connaissait. Mais moi-même, j'ai pris un engagement avec moi-même pour dire, je vais montrer à ces gens-là qu'un Africain est aussi mieux, sinon meilleur qu'eux. Et ils vont nous connaître. Aujourd'hui, si vous voyez le nombre d'experts comptables français que j'ai formés, les chefs d'entreprise que j'ai formés, parfois la France m'envoie dans les différents pays, même au Canada, pour former les gens, pour présenter devant même le Premier ministre du Canada. Donc, vous y êtes parvenu en tout état de cause. Bon, vous savez, ce genre de choses. Et pour moi, c'est... Dans la vie, il faut faire, et puis après, on passe à autre chose. Bon, là, c'était mon challenge. Je dis, je dois leur montrer que... Donc, ce n'est pas pour les battre, mais c'est pour dire que... Ouvrir aussi la porte. À l'époque, on peut nous compter sur la main sur le doigt de 2 mains. Les Noirs qui étaient en cabinet. Et beaucoup qui ne trouvaient pas de travail. Aujourd'hui, allez voir. Mais c'est des milliers. Il n'y a pas longtemps, il y a une fille on m'a invité pour la décoration d'un de nos présidents. J'arrive et la fille de couleur qui était là, ils ont fait un demi-cercle qui était... Et on me pose des questions. Et alors, quand j'arrivais, donc bon, je les entendais, le président dit, c'est notre big boss qui arrive. Donc le président qui va être décoré, il dit, c'est le meilleur. Bon, bref, et il disait ça, il racontait un peu. Donc j'ai entendu, puis la fille de couleur qui dit, mais c'est qui? Il dit, mais toi, tu ne le connais pas. Et puis il dit, non. Alors on dit, c'est Mifetou. Ah oui, c'est lui. Bon, elle me connaît donc de nom, mais elle ne me connaît pas de visu. Mais j'arrive et je commence à serrer les mains. J'arrive à son niveau, elle me dit, mais monsieur, bonjour, monsieur Mifetou. C'est grâce à vous que j'ai trouvé mon stage d'expertise comptable. Je dis, excusez-moi, mais je ne vous connais pas. On ne se connaît pas. Elle me dit, si, on ne se connaît pas, mais c'est grâce à vous. Et elle a raconté comment elle a fait. Globalement, elle a dit très rapidement. Et la personne elle a postulé partout, elle n'a pas trouvé. Et puis, dans un cabinet, on l'a appelée à l'entretien. Mais l'entretien devait se dérouler. Elle était la 5e personne qui venait à l'entretien. Donc, l'employeur, le futur employeur, un expert comptable, qui a déjà fait l'entretien de la première, la deuxième, la troisième, la 4e. Sont tous des blancs. Elle arrive, elle est noire. Et puis, la question que l'expert comptable français lui a posée, est-ce que tu connais Roger Mifetou?
C'est elle qui raconte. Hein. Donc, bon, moi, j'étais là. Est-ce que tu connais Roger Mifetou? Elle dit oui, parce qu'elle a entendu parler de moi. Mais donc, elle a dit oui. Mais, vous voyez, elle a pris quand même un peu de risque. Elle dit, est-ce que tu es aussi intelligent que lui? Elle dit oui. Est-ce que tu peux travailler comme lui? Elle dit oui. Et puis le confrère qui faisait des textes, tout ça, il dit non, bon, ok, je te prends. Je vous prends. Donc voilà comment elle a trouvé. Quand elle me dit ça, et le président dit, Roger, tu vois, on te le dit, que c'est grâce à toi, ça a changé de mentalité dans la profession. Et puis, alors, bon, et que tu ne veux jamais accepter ça. Mais tu vois, voilà concret. Et puis, je dis à la fille, bon, maintenant, puisque vous ne me connaissez pas, mais bon, par mon travail, vous avez pu bénéficier, ce que je vous demanderai, c'est de faire aussi la même chose pour que d'autres aussi puissent bénéficier après vous. Je m'appelle Chantal Mifetou, je suis expert comptable, commissaire aux comptes, diplômée donc du cursus français d'expertise comptable. J'exerce ce métier à Paris, en France, et je suis également directrice adjointe de l'École supérieure d'audit et de management, ESAM, à Lomé, au Togo. Également expert comptable, commissaire aux comptes, diplômé du cursus français d'expertise comptable. Il exerce en France dans le cadre de du cabinet que nous avons créé ensemble. Mais également, il a une fonction au niveau international importante en matière de formation, parce que c'est un passionné de formation, il aime les êtres humains et souhaite que chacun aille vers l'excellence. L'excellence dans son domaine professionnel, mais également l'excellence dans le domaine humain. L'objectif de ce séminaire, c'est d'abord deux objectifs. La première chose, c'est une obligation, ce sont des séminaires obligatoires qu'il doit faire, mais le deuxième objectif, c'est de leur permettre de se confronter leur exercice professionnel avec quelqu'un de plus âgé ou qui a aussi une autre expérience. Donc c'est une transmission aussi d'expérience et de les redresser, de les encadrer, de les cadrer et de les recadrer. Donc c'est double objectif. C'est ce que nous poursuivons au cours de ce séminaire de 6 jours, donc où on va passer en revue, au moins comme j'ai dit au départ, une journée entière pour parler des entreprises en difficulté, donc toutes les étapes pour éviter les entreprises en difficulté, quelles sont les lois qui existent pour que les experts comptables puissent travailler en amont, aider les entreprises pour qu'ils ne tombent pas dans les travers. Hein. Et puis, une deuxième, c'est sur les fraudes. Les fraudes, de plus en plus, toutes les entreprises en parlent, les banques en parlent, les entreprises sont victimes de ces fraudes. Aussi bien, ça peut être du personnel, mais ça peut être aussi l'extérieur, ça peut être également la direction. Donc, nous allons en parler pendant encore une journée. Et puis, les 3 derniers jours vont être consacrés essentiellement à l'audit des comptes, comment auditer, comment faire le commissariat aux comptes et toute la démarche, la méthode et avec des cas pratiques qui leur permettent donc de renforcer leur capacité et puis leur donner toujours des tuyaux face à des choses qui ne se trouvent pas dans les bouquins et que nous avons déjà vu. Donc on essaie de partager avec eux pour augmenter aussi leur base de connaissances. L'expert comptable, le commissaire aux comptes, on a une double casquette, mais on ne peut pas faire la même chose dans la même entreprise. Un expert comptable accompagne l'entreprise dans son développement, accompagne le dirigeant à réfléchir, à faire ses comptes, à faire les déclarations des impôts, à l'aider à utiliser au mieux la loi. Mais donc ça, on appelle ça de l'optimisation, pas la fraude. Alors que le commissaire aux comptes, il ne peut pas donner des conseils, comme l'expert comptable. Il doit impérativement, c'est un peu le gendarme. Lui, il est là pour vérifier si la loi a été respectée dans l'entreprise. Voilà pourquoi la loi lui donne le pouvoir, quand il constate que certaines lois n'ont pas été respectées, il est tenu, je dis bien tenu, obligé d'aller voir le procureur de la République pour dire, dans telle entreprise, lors de ma mission, j'ai découvert telle chose qui sont des faits délictueux, il y a du délit. Et après, c'est le juge qui décide, le procureur qui décide s'il classe le dossier ou pas. De la même façon, il doit faire, la loi l'oblige à faire certaines missions telles que de la prévention.
quand il constate que les choses ne vont pas et que l'entreprise commence à baisser de chiffre d'affaires ou de rentabilité, il doit tirer la sonnette d'alarme, comme l'expert comptable peut le faire. Mais ici, la loi l'autorise à s'immiscer dans la gestion. Et parfois, donc, il est là pour contrôler la légalité des choses. Il est là pour voir si les comptes ont été établis correctement. D'accord? C'est l'expert comptable qui va établir les comptes avec le client. Maintenant, le commissaire aux comptes, il vient contrôler pour voir si légalement et correctement ça a été fait. Est-ce que ces comptes-là peuvent dire qu'ils sont sincères? Ils sont réguliers? Est-ce qu'ils sont sincères? Et dans ce cas, on dit, on va faire une certification. On va dire que oui, moi, commissaire aux comptes, j'ai regardé dans les comptes, il n'y a pas d'éléments marquants qui permettent donc de douter de ces comptes. Voyez, donc voilà, les deux, on a le même diplôme, c'est le même diplôme, moi-même je suis expert comptable, commissaire aux comptes. Donc, tantôt j'ai ma casquette commissaire aux comptes, tantôt j'ai ma casquette expert comptable, mais dans des entreprises totalement différentes. Je ne peux pas faire les deux, c'est la déontologie qui l'interdit. Les deux choses complémentaires et fondamentales si l'on veut effectivement s'épanouir professionnellement. Puisque tout cadre a besoin de diriger, d'accompagner, de guider une équipe. Donc les qualités humaines sont fondamentales. En matière de formation, il a fait son cursus à Lomé, puisqu'il est diplômé de maîtrise d'économie et de gestion de l'université de Lomé, la FASEC, je crois, de mémoire. Donc c'est qu'au cours de ces troisième cycles qu'il a effectué en France qu'il a préparé le cursus de l'expertise comptable. La particularité, c'est qu'il a dû redémarrer le cursus à zéro parce qu'il n'y avait pas de dispense possible avec les études qu'il a pu réaliser au Togo. La formation est véritablement sa passion. C'est-à-dire que même lorsqu'il conduit des chefs d'entreprise français dans le cadre de leur développement stratégique, réflexion sur la stratégie, la vision de l'entreprise, sur la stratégie de l'entreprise ou sur l'introduction d'un groupe, d'une société ou d'un groupe en bourse, il est assez exceptionnel parce qu'en fait, il est toujours en train d'expliquer, de former, de guider et chaque fois de rechercher l'excellence dans le conseil qu'il donne à ses clients. Donc c'est quelque chose qui est effectivement très recherché. De même, lorsque le Canada est passé aux normes IFRS, eh bien on l'a appelé pour qu'il fasse des formations pour expliquer en fait aux chefs d'entreprise qui vont passer aux normes IFRS et aux experts comptables et directeurs financiers, eh bien présenter l'expérience de la France de façon à ne pas tomber dans les difficultés que les entreprises françaises ont connues. Donc en fait, il est recherché pour la formation, pour ses qualités dans le monde entier. Il assure pour le Conseil supérieur de l'ordre des experts comptables français depuis près de 25 ans le poste de contrôleur de stage des futurs diplômés d'expertise comptable. Donc il accompagne en formation ces futurs diplômés d'expertise comptable pendant tout leur stage et il leur délivre en fait l'attestation pour pouvoir se présenter à l'examen final que nous préparons ici aussi à l'ESAM dans le cadre de 3 sessions par an. Nous sommes formateurs multicompétences en France. Donc tous les trimestres, ils forment les responsables de cabinet dans les différentes villes françaises où il y a un ordre professionnel. Ils forment les responsables de cabinet à l'actualité du trimestre passé. C'est-à-dire, c'est l'actualité en droit social, en droit fiscal, en droit, je dirais, des sociétés, on va dire droit des affaires, et en pratique professionnelle, expertise comptable, commissariat aux comptes. Donc depuis 10 ans, tous les trimestres, ils passent de ville en ville pour former en fait les responsables de cabinet. Et c'est le seul qui fait cela en France. Le Conseil supérieur de l'ordre ne souhaite pas qu'il reste au Togo 100% de son temps parce qu'on a besoin de lui pour ce genre de formation. Mais pour d'autres formations, parce que en fait, si vous voulez, il a commencé, je crois, à enseigner depuis 1978. Et c'est un passionné d'économie. Donc en fait, vous pouvez lui poser des questions dans n'importe quel domaine. Il vous organise une conférence sur le leadership, sur les grandes qualités du leader pour pouvoir créer leur entreprise. Et ceux qui ont suivi ses conseils, il a fait il y a presque 10 ans de cela, ou non, plus de 10 ans de cela, il a fait une conférence. Il y avait plus de
3000 personnes à sa conférence sur la création d'entreprises. Et je vous assure que ceux qui ont été touchés et qui ont créé leur entreprise ont très très bien réussi. Ont très très bien réussi. Parce qu'il détient réellement les clés de son métier. Justement, vous êtes à mi-parcours de votre carrière professionnelle, mais vous avez déjà eu plusieurs distinctions honorifiques. Ouais. Et dites-moi, monsieur le directeur, laquelle de ces distinctions vous a la plus marqué et laquelle vous avez la plus éprouvée? J'aime pas ce genre de choses. Vraiment, parce que je ne crois pas que je mérite autant de... On parle de moi, des choses comme ça, mais il y en a un à la fois qui m'a marqué, qui m'a éprouvé à la fois parce que les gens étaient trop loin. C'est même c'est au sein de la profession. C'est la reconnaissance de mes pairs. Il y a une dizaine d'années, chaque année on fait le repas des présidents. Donc, les présidents des ordres, des compagnies, présidents des tribunaux, présidents, en fait, on organise ces genres de repas. Et puis, généralement, au cours de ce repas, on distingue un des nôtres, donc, qui a marqué la profession. Et puis, le jour-là, donc, comme les autres années, en fait, j'ai reçu l'invitation. Et puis, je suis parti. Et le soir, j'ai envoyé ma femme. Et moi, je ne suis pas allé. Je ne suis pas allé. Parce que le lendemain, je devais aller à Amiens, faire une formation à des confrères à Amiens. Et donc, bon, je dis, oh, je reste à la maison. Je dis, bon, toi, tu y vas. Et puis, elle est arrivée. Quand elle est arrivée, il paraît que tout le monde était en émoi. Parce qu'ils font des choses en catimini. Et ils ne te disent pas. Ils l'ont organisé en catimini. Et donc, elle dit, Roger, il est à la maison, il dit qu'il ne vient pas, et puis c'est tout. Alors, paraît que le président de Paris, en fait, certains se sont affolés, et il dit, mais vous connaissez le numéro de Roger, de toute façon, si moi je l'appelle, il ne viendra pas, ça c'est clair. Donc, bon, appelez-le vous-même. Puis je reçois mon téléphone de domicile qui sonne, le portable qui sonne, tout. Et bon, j'appelle, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? On dit, mais il faut que tu viennes. Non, ça nous ferait plaisir. On t'a cherché, on t'a pas vu. Je dis, mais qu'est-ce que... Il y a tous les présidents, il y a 600 personnes, donc bon, que moi je ne vienne pas, il n'y a pas de problème. Et donc, bon, bref, on insiste. J'ai dit, mais je suis même en pyjama déjà. Donc, bon, j'ai dû changer et je suis allé les voir pour leur faire plaisir. J'arrive, on me met à la table d'honneur, bon, bref. Et puis le président qui se lève et qui commence à faire... Ils étaient au dessert. Alors, il commence à faire un discours et il dit que, donc, comme d'habitude, on va honorer un de nos confrères aujourd'hui. Donc, bon, moi, j'étais à côté, ma femme était à côté de l'autre, mais autour de la même table. Et puis, on commence à faire l'éloge de la personne. On n'a pas cité le nom de la personne. Je me tourne vers la dame qui est à côté de moi et le monsieur qui était à côté de moi, en fait. Et je dis, à un moment donné, on parlait tellement bien de la personne que je dis, mais moi, j'aimerais bien être ami de cette personne-là parce que c'est vraiment quelqu'un d'exceptionnel et que je peux apprendre auprès de lui, quoi. En fait, moi, je cherchais à apprendre auprès de lui. Et puis, alors, comme ils faisaient leur discours en crescendo, arrivé à un moment donné, on dit, il prend l'avion ici, il arrive en Nouvelle-Calédonie, une fille, il commence les formations, et après, il regroupe tout le monde, et puis il repart. Vous vous reconnaissiez après? Je commence à... Et puis après, on dit, il est le contrôleur de stage, il nous a tous formés en France, mais il est le contrôleur de stage au niveau mondial, il y en a un. Donc là, je dis, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Et puis après, ils ont donné mon nom. Donc, c'est insupportable, en fait, pour moi, parce que donc, il y avait tout le monde qui était là, il y a 600 personnes, quoi. Alors, bon, après, il faut se lever, parce qu'une fois qu'on vous a appelé, la difficulté, c'est de se lever, et de parler, et de trouver les mots, quoi. Bon, il y a beaucoup d'émotions. Et puis, c'est cette reconnaissance. Donc, ça, je l'ai collé avec ce que j'avais dit, moi, mon challenge personnel. Il faut dire que je vais montrer aux experts comptables que les Africains aussi peuvent arriver à quelque chose. C'était là, je disais, bon, mais finalement, donc ça veut dire que mon challenge a réussi. Voilà. Donc, mais c'était pénible aussi parce qu'il fallait se faire. Bon, sinon, le reste, bon, c'est ça. Justement, dites-nous, lorsque vous étiez encore enfant, qui était votre modèle?
Alors, là, je vais vous décevoir, mais j'avais pas de modèle. C'est que des challenges chez moi. C'est que des challenges. En fait, le challenge créait en moi la motivation nécessaire pour être le plus droit possible, le plus honnête possible, le plus travailleur possible. C'est-à-dire que c'est ça. C'est parce que je sais que seul le travail va m'ennoblir un jour. Mais ça, j'étais convaincu. Donc, c'est ça, depuis pendant longtemps. Donc, quand j'ai fini mes études, mais par contre, maintenant, oui, je peux vous dire qui est mon modèle, c'est Jésus-Christ. Oui. C'est assez fort. Mais c'est Qu'est-ce qu'il a de Jésus-Christ. spécial qui suscite en vous cette envie de lui ressembler? Eh bien, j'ai eu à connaître, comme je cherche toujours, donc j'ai fait quand même pas mal d'études bibliques. Et même, j'ai comparé avec j'ai un Coran, donc j'ai dû faire, et puis j'ai pris la Torah, donc bon, et comme je dis, mais pourquoi tout le monde me dit qu'ils sont tous des fils d'Abraham, et puis où est-ce qu'il y a eu la divergence? Donc bon, j'ai fait des études là-dessus, j'ai travaillé beaucoup, et finalement, bon, c'est le cas de Jésus-Christ qui m'a tellement intéressé, parce que j'ai vu que même là, dans le Coran, ça a été su. J'étais toujours chrétien, puisque je servais même à la messe ici, en fait. J'ai fait tout ça donc, dans mon enfance. Mais catholique, bon, vous savez, hein, on nous amène à l'église. Vous devez aller le dimanche, sinon vous n'aurez pas votre argent pour la semaine. Bon, ça c'est... on ne sait pas prier. Une fois que vous avez dit notre Père qui est aux cieux, et puis je vous salue Marie, ça s'arrête là. Donc à l'époque. Donc bon, moi j'ai fait ce travail et j'ai découvert donc un Dieu phénoménal. Oui, d'accord. Monsieur le directeur également, on a ouï dire que vous avez été victime des sévices et des médisances à tel point que vous avez comme impression que vous êtes un intrus ou un être extraordinaire. Dites-moi comment est-ce que vous avez géré ces situations, comment est-ce que vous continuez par les gérer? Oui, encore une fois, vous voyez, c'est toujours la même motivation. Aujourd'hui, c'est toujours là, c'est les jeunes qui m'intéressaient. C'est la formation des jeunes. J'ai toujours eu des problèmes comme ça. Hein, donc, bon, à force, si on analyse, c'est plus de la jalousie qu'autre chose. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, donc, je transforme ce qui est négatif en positif. Donc, comment faire mieux encore bon, pour oublier ça. Je ne m'arrête jamais sur ces points parce que j'ai compris que plutôt les gens qui ont cette mentalité, c'est pour tout simplement vous ramener à la bassesse, vous ramener à un niveau, et ça vous évite de vous élever. Comme je vous ai dit, moi je suis un homme d'action. Donc si je passe tout mon temps à réfléchir sur ça, ben, ça n'apporte rien. Donc quelqu'un de célèbre a déjà dit que tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais je ne me laisserai jamais asservir par quoi que ce soit. D'accord? Donc à partir de là, vous parlez. Maintenant, j'ai appris à faire plutôt le canard. C'est-à-dire que je fais le dos rond. Ça tombe. C'est vrai que ça fait mal au départ. Hein, ça fait mal. On dit des choses sur vous, mais vous ne savez même pas comment c'est fait. Voilà les raisons d'ailleurs pour lesquelles aujourd'hui, ben, je ne sors même plus. Si vous me cherchez, quand je viens à Lomé, j'arrive toujours le soir. Parce qu'Air France arrive le soir. Le lendemain matin, très tôt, vous me voyez à l'école. Très tard, je suis toujours à l'école. Et puis, je rentre très tard. D'accord? Le lendemain, je repars très tôt. Et je fais ça à la navette jusqu'à la veille, en fait, le jour de mon départ. Je quitte l'école, je passe chez moi. Je suis à Forever. Donc, l'école se trouve à Nikonakwe. Et l'aéroport se trouve un peu plus. Donc, je passe par la maison, je prends une douche et puis, tac, je pars. Donc, finalement, je vois personne. Est-ce que vous avez connu le train de 10 heures? Oh, le train de 10 heures, oui, c'est dans ma jeunesse, ça. Vous l'avez vécu? Je l'ai vécu. J'ai passé mon certificat d'études primaires, oui. Le train de 10 heures, on nous fait la dictée, et puis vous partez, vous sortez. Combien de langues est-ce que vous parlez? Pas beaucoup, hein. Je parlais le français, l'anglais, et puis c'est tout. Je n'ai pas besoin d'en parler beaucoup, en fait. Bon, le mina, ça c'est clair, hein. C'est maternel, mais autre chose, non. Et puis, j'ai pas envie de parler plus. Pourquoi? Parce que
De toute façon, quand vous circulez partout, vous parlez français à quelqu'un, ça ne passe pas, parlez-lui un peu l'anglais. Et puis, ça bricole dans tous les pays, à travers le monde. Selon vous, le monde des affaires a nécessairement besoin d'un polyglotte ou d'une personne bilingue? Bilingue, je pense que même si vous n'êtes pas bilingue, il faut quand même apprendre suffisamment l'anglais, en plus du français. Puisque le français, bon, on n'a rien demandé, mais ça nous est tombé dessus. Donc, bon, ok, on le prend. S'il y avait une langue pour être très... Si je devais apprendre encore des langues, je prendrais peut-être l'espagnol et puis éventuellement le chinois. Vous voyez, ça c'est pour le côté très plutôt analytique. Je vois que c'est... Si vous voulez partir, si vous traversez le monde entier, l'anglais, bon, le français dans les zones, l'anglais, l'espagnol quand vous arrivez en Amérique du Sud, ça, oui, ou parfois une partie de l'Amérique, vous pouvez vous en sortir. Et puis, oui, le chinois, parce que ça monte, ça se situe là. Mais bon, même les Chinois aussi commencent à parler l'anglais. Oui, nous tombons presque à la fin de cette émission. Si vous avez des conseils à donner aux apprenants aujourd'hui, que seront-ils ou que seront-ils? Les conseils, les jeunes, vraiment, en fait, les apprenants, les jeunes, il faut qu'ils aient confiance en eux. Et je suis toujours étonné de voir que même les jeunes de 16 ans disent que leur avenir est foutu. Ah non, à 16 ans, cette personne ne viendra me bousiller mon avenir. J'ai fait Lomé. Donc Lomé, avant l'indépendance, jusqu'à 83, je suis parti. Et bon, vous voyez, c'est la période. Donc, mais ça n'a pas empêché, moi, de continuer à travailler. Ne vous occupez pas, occupez-vous de votre avenir. Donc, quand j'entends même les gens, oui, le gouvernement ne fait pas ceci, le gouvernement ne fait pas ceci. Ok, très bien. Une fois que vous l'avez dit, c'est un constat. Maintenant, qu'est-ce que vous faites? Et qu'est-ce que vous faites? C'est bien la critique. Mais maintenant, il faut agir. Justement, en mot de fin, c'est ce que le projet Champion fait. Si vous avez un appel à lancer pour un appui quelconque à ce projet-là, en mot de fin rapidement. Mais très rapidement, je dirais que oui, si on peut tous aider les champions et que ces graines-là sortent, poussent rapidement et qu'on puisse les aider, oui, moi j'en ai pris certains qui ont eu le bac. Ils ont eu 16 de moyenne ou 15 de moyenne, un peu de plus. Ben, certains sont dans mon école aujourd'hui. Cette année, je vous parle de la rentrée, là, gratuitement. Parce qu'ils n'ont pas eu de bourse, ils ne peuvent pas aller, les parents sont pauvres. Bon, on m'a parlé d'eux, je les ai fait venir, j'ai fait des entretiens, j'ai fait des choses, je vous regarde, j'appelle le parent, bon, j'ai vu. Ok, ça ne veut pas dire que moi j'en ai plein, mais si on peut tendre la main à quelques-uns, oui, on peut le faire. Mais ces graines de champions, il faut qu'on les sème. Il faut que quelqu'un les booste. Donc, les structures qui font ça, mais il faut que nous tous nous tendons la main pour que ça puisse avancer. Je ne peux pas me plaindre parce qu'il n'y en a pas assez et que finalement, quand on dit à quelqu'un qui essaie de faire quelque chose, dès là où c'est bon, ben, il faut soutenir. Donc je demande à ce que tout le monde intervienne, tout le monde donne un coup de main et puis pour que ça puisse s'amplifier, qu'on ait plus, qu'on pousse les gens à travailler. Moi je veux les 16, les 18, les 19 de moyenne et puis on crée des écoles, des vraies écoles et pour pouvoir trouver des choses et puis trouver du travail à Lomé et occuper des postes de responsabilité, ce dont nous avons besoin. Ainsi soit-il. Merci, Monsieur Roger Mfeto. Vous êtes le directeur général d'ESAM. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Merci à vous, fidèles téléspectateurs, d'être restés les nôtres. Merci de nous avoir suivis. À très prochainement sur la LCF. Éternel, bénisse le